Et aujourd'hui, l'autonomie, elle est cruciale, elle est vitale, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être dans des situations où on est dépendant de tiers. Quand on est dépendant de tiers, on est faible. Quand on ne dépend pas des autres, on n'est pas faible. Le problème, c'est que le monde n'apprend pas. C'est qu'aujourd'hui, il faut investir, il faut surpayer pour que le jour où vous en avez vraiment besoin, ça soit là. En volume d'investissement global en comprenant les coûts de construction, on arrive à combien à peu près avec ces 50 projets, vous savez? Nous, on a 5 milliards de valeur de projets en cours. Ça, c'est sur combien de temps que ce sera étalé? 7 ans. Pour les 7 prochaines années? Oui. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Monsieur Chatila, vous venez du domaine de la joaillerie initialement. Ensuite, vous avez basculé un peu dans l'immobilier, puis tenté d'autres business avec la sécurité, l'hôtellerie, la restauration. Et maintenant, vous vous refocalisez un petit peu sur l'immobilier. Est-ce que ça veut dire que l'immobilier, c'est le meilleur business de tous les temps? Je pense que, en tout cas pour moi, l'immobilier a été la source principale de revenus, qui a été la plus stable et la plus facile à gérer. Et c'est un monde qui est, en tout cas dans lequel nous sommes, surtout à Genève, qui est extrêmement compliqué à rentrer dedans. Mais dès qu'on est dedans et qu'on arrive à comprendre les codes et que les gens commencent à vous faire confiance, nous avons de la chance d'être dans un pays qui est très riche. Nous avons les fonds de pension qui ont un capital de 1,2 trillion, dont un tiers doit être investi dans l'immobilier. Genève est la deuxième ville suisse au niveau des investissements immobiliers. Qu'un tiers de cet investissement doit être fait en immobilier. Aujourd'hui, nous sommes à 20%, donc il y a une marge de manœuvre des investisseurs institutionnels zurichois qui est très important. Et donc, ce qui fait qu'il y a une surliquidité dans un marché qui est très compliqué comme celui de Genève. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu, on va dire, facile de pouvoir travailler dans un environnement que je maîtrise, alors que les autres domaines sont plus compliqués à maîtriser, avec des marges qui sont beaucoup plus faibles. Je ne dirais pas qu'il y a un meilleur métier qu'un autre. Je dis juste que dans la vie, il faut se donner le plus du mal dans là où on est bon. Et c'est là où je suis bon, c'est l'immobilier. Donc, je veux me reconcentrer sur là où je suis bon pour pouvoir continuer mon chemin. Genève, c'est la deuxième ville la plus importante en termes d'investissement immobilier. Ça, c'est quoi, en volume de francs suisses investis ou... Et c'est Zurich devant? Oui, alors il y a Zurich et Genève, c'est les deux villes rouges chez Wüst et Partners. C'est celle où il y a le plus de demandes, parce qu'il y a là où il y a le plus de liquidités. Nous avons un taux de vacances de 0,4 ou 0,5% au niveau résidentiel. Et c'est vrai qu'au début, naïvement, je croyais que c'était pareil dans toute la Suisse. Mais par exemple, demain, vous allez à Lugano, vous allez trouver des logements qui cherchent des locataires. Alors qu'en Suisse, c'est un phénomène qui n'existe pas. On a beaucoup de chance d'avoir un écosystème économique qui est très fort grâce à les Nations Unies. La Genève internationale joue un rôle extrêmement important au niveau économique. Et puis nous avons aussi la différence avec Lausanne, étant donné qu'on a l'aéroport et les Nations Unies, ça ne nous fait pas un village, mais ça nous transforme dans une grande ville. Et puis nous avons surtout toutes les grosses multinationales dont ils ont des bases ici à Genève. Nous avons 260 multinationales qui ont leur base à Genève. Et donc ce fleuron économique, plus tous les NGO et toute la partie diplomatique, donne un vivier de tournantes au niveau des locations, au niveau des ventes et des volumes qui amènent de la liquidité. Plus vous avez de la liquidité, et plus la ville est attractive. Et Genève passe après Zurich, alors que Genève a la moitié de la taille de Zurich. Et les taux de rendement à Genève ou à Zurich sont quasiment les mêmes. Et ce qui amène à démontrer en fait que le marché est extrêmement résilient. Et c'est pour ça que moi, historiquement, je ne fais que Genève, parce que, un, je le maîtrise parfaitement, et deux, c'est que ce que nous avons aujourd'hui à Genève est très facilement vendable. J'aurais eu la même chose à Lausanne, je n'aurais pas eu la même facilité pour vendre le même bien. Parce que le nombre d'acheteurs qui veulent acheter à Lausanne ne sont pas les mêmes qui veulent acheter à Genève. Et ceux qui veulent acheter à Genève, c'est les mêmes que ceux que Zurich. Donc, plus il y a de liquidité, plus il y a de demande, plus les prix sont intéressants. Vous faites des investissements dehors de Genève ou pas? Pas en immobilier. En immobilier, maintenant, on a racheté Steiner Développement, qui, elle a 4 bureaux dans la Suisse. Donc, on est Lausanne, Bâle, Berne et Zurich, et Genève, évidemment. Donc, maintenant, on est en train de s'étendre.
depuis l'élection de Trump, j'ai tout de suite compris que Genève allait avoir des problèmes au niveau des revenus liés à la Genève internationale, Aux expatriés. aux expatriés, mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aura des réductions de budget faites par les gouvernements américains qui va amener à baisser les budgets des Nations Unies. Et évidemment, les Nations Unies à New York vont être moins touchées que ceux de Genève. Donc, à partir de là, il y aura moins de demandes à cause de cette problématique liée à la Genève internationale. Ensuite, avec toute la fiscalité américaine et avec les pénalités de ne pas être fiscalement aux États-Unis, peut-être qu'il y a quelques multinationales qui vont prendre le pas de quitter Genève pour aller aux États-Unis pour rester attractifs pour le marché américain. Donc, vu que j'étais inquiet de ces deux mesures, donc j'ai eu la possibilité d'acheter Steiner Développement, qui est un développement hors que je ne vois, qui me permet en fait d'aller voir beaucoup plus loin et de diversifier. Même si je reste fondamentalement convaincu qu'être très très fort à Genève suffit, mais dans une politique de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, dans une situation d'incertitude, on trouvait que c'était stratégiquement une bonne chose à faire. Vous avez dit au début, au tout début, que vous étiez bon dans l'immobilier, vous voulez vous focaliser un petit peu sur l'immobilier, mais quand vous avez débuté, enfin historiquement maintenant, si vous devez regarder en arrière, le plus important, c'était la première opération ou la plus grosse opération que vous avez faite? La première étant à Verrier, je pense, et la plus grosse à Cologne. C'est une bonne question, mais je ne pense pas que qu'est-ce qui est plus important. Je pense que le début est essentiel, parce que sinon, vous ne commencez pas. Mais je pense que c'est la systématique de pouvoir en continuer à en faire plusieurs qui était important. Et évidemment, plus c'est gros, plus vous gagnez de l'argent, plus c'est facile de grandir. Mais dans l'absolu, faire deux villas mitoyennes ou faire un grand projet, c'est techniquement la même chose. Il faut demander une hauteur. C'est des ressources différentes et du temps et beaucoup de travail quand c'est plus gros, mais finalement, c'est le même principe. Donc, ce n'est pas la taille qui compte, c'est vraiment le nombre de projets qui sont importants. Donc, nous avons plus de 50 projets en cours, ce qui nous fait parmi les leaders du marché au niveau du développement, et on veut en avoir encore plus. Est-ce que vous faites n'importe quel type de projet, ça veut dire? Vous faites une seule, deux villas mitoyennes, vous y allez aussi? Alors non, Uniquement. on se limite à 50 millions. Enfin, quand on était qu'à Genève, on faisait rien à moins de 50 millions. Okay. Maintenant, on connaît un peu sur toute la Suisse. Le threshold de 50 millions est un peu élevé. Donc, on va faire maintenant à partir de 15 millions sur le reste de la Suisse. Et il y aura des petits projets de quelques villas, etc. Mais ce n'est pas, le corps du business. Parce que comme je dis, le temps que vous passez à faire 2 villas, c'est le même temps de faire 20 villas. Et donc, on essaie de trouver des zones qui sont plus grosses, plus risquées et moins liquides. Aujourd'hui, des privés qui veulent faire des petites promotions, il y en a beaucoup, qui ont pris goût, qui ont fait une maison, qui l'avaient fait pour eux, ils l'ont vendue, ils ont gagné de l'argent, ils ont fait une deuxième. Et quand vous rentrez dans les grands projets, le nombre d'acteurs se diminue. Et donc, s'il y a moins de concurrence, vous avez plus d'accès à avoir des marges plus intéressantes. Vous êtes combien de concurrents à 50 millions et plus? Il y a les quelques grosses institutionnelles, mais à Genève, ils commencent à en avoir pas mal. Mais ils font des projets, les institutionnels de développement? Ils font, Okay. mais ils ont du mal parce qu'en fait, ils ont des équipes qui sont basées à Zurich. Et de Zurich, ils essaient de piloter, mais c'est très difficile. C'est comme les courtiers. Si vous prenez un généraliste qui va vendre à Bâle, qui va vendre à Berne, et qui va vendre à Genève, c'est très difficile. Chaque marché est différent. On dit qu'un projet en Valais qui est acheté par un Genevois, c'est parce que tous les promoteurs valaisans, les professionnels valaisans sont passés dessus, ils ne sont pas intéressés. Oui. C'est la même chose dans l'autre sens ou pas? Non. Un valaisan qui achète à Genève, est-ce qu'il a... Je pense qu'au Valais, c'est plus vrai parce que c'est un plus petit marché. Mais à Genève, c'est quand même un marché qui est assez grand. On a quand même 7 grands projets qui représentent des millions de mètres carrés. Et il y a de la place pour tout le monde. Après, c'est une question d'opportunité, c'est une question de liquidité. Les Zurichois qui viennent ou les étrangers qui viennent font en général de très, très gros projets. Et comme ils ont beaucoup de liquidité, ils ont les moyens de poser du cash à long terme parce que l'argent ne leur coûte rien. Et en fait, ils prennent une place en utilisant leur force de frappe. C'est pour ça que la taille des projets est importante parce que des personnes qui peuvent poser entre 1 et 10 millions, il y en a pas mal. Mais des gens qui peuvent poser 50 millions, 100 millions ou plus, il n'y en a pas beaucoup. Surtout dans un environnement où aujourd'hui les banques financent beaucoup moins qu'avant. Depuis la fusion avec le Crédit Suisse ou la
faillite, la crise suisse, comme on peut l'appeler. Donc, en fait, le marché, c'est beaucoup, beaucoup compliqué parce que le seul... Avant, ils étaient deux gros à jouer et ils se faisaient la concurrence. Maintenant, il y en a un seul qui a trop de travail. Et donc, les banques privées n'ont pas ni les bilans, ni la volonté de rentrer dans ce secteur. Et les banques cantonales, ils sont de nature très frileuses et très conservatrices. Donc, il y a un grand manque de financement aujourd'hui de projets dans le marché local. Même pour les gros projets? Même pour les 50 millions et plus? IBS ne suit pas? Non, il y a vraiment un gros problème de liquidité. Ok. Vous avez dit dans un interview il y a, je pense, 2 ans que j'ai regardé pour préparer cet épisode, vous aviez dit l'aversion au risque est très subjective en soi. Chacun approche le risque d'une manière différente. Vous, le risque financier, vous le maîtrisez parfaitement, enfin, plus ou moins parfaitement, c'est-à-dire vous pouvez expulser les risques au maximum. Pour un plan financier d'un projet immobilier, ça vous prend combien de temps concrètement à vous positionner? Très vite. En fait, moi, je suis très simpliste dans mon approche, en fait. Je regarde toujours, le premier critère que je regarde, c'est combien est mon prix de revient au mètre carré. Et c'est là ma base. En fait, si mon prix de revient au mètre carré, il est dans ma tête assez bas pour subir tous les risques, je prends le risque, en fait. Et en fait, si je peux vendre à 15, 16, 18 ou 20 ou 12, il n'est pas lié à moi, il est lié au marché. Par contre, le bottom line est lié à moi parce que le worst case scénario, c'est là qui fait la différence. Donc, c'est assez rapide. Moi, tout ce que je demande en général, c'est combien le prix au mètre carré, le prix de revient. Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que vous partez pas parce que ce qu'on a l'habitude de faire en immobilier, effectivement, en tout cas dans les cours, c'est de dire combien est-ce qu'on peut vendre et donc combien ça va nous coûter à construire, combien ça va nous coûter, quelle marge on veut, combien on peut payer le terrain. Et c'est comme ça qu'on détermine qu'est-ce qu'on peut payer comme terrain. On fait dans l'autre sens. On revient même. La question, c'est que moi, aujourd'hui, quand je fais des études de prix, et après, pour faire des offres, mais c'est clair qu'aujourd'hui, la marge moyenne que les gens essaient de faire, c'est autour des 20%. Et puis, avec un IRR de 7 à 15%. Mais moi, vraiment, j'essaie évidemment d'augmenter mon IRR ou d'augmenter la marge. Mais ce qui m'intéresse toujours, c'est de dire, mais quel est mon prix plancher? Et le prix plancher va déterminer de la liquidité du projet. Parce qu'en fait, plus votre prix de moyen et votre prix de revient est cher, et plus ce sera compliqué dans des temps difficiles de pouvoir vous sortir du projet. Et en prenant des décisions aussi rapidement, c'est quoi votre avis en tant que promoteur, l'expérimenté, hein, c'est vraiment la casquette du promoteur, de ce qui s'est passé maintenant avec la Valère au Mont-sur-Lausanne, avec les grands prêts à Montreux, des initiatives populaires qui bloquent des projets immobiliers qui sont autorisés, des plans de quartier autorisés. C'est quoi votre position par rapport à ça? C'est ça qui est intéressant dans ce domaine où il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à la première difficulté. Et pour moi, plus il y a de difficultés, plus je suis content parce que moi, je suis un homme qui surmonte les difficultés. Je ne m'arrête pas à la première complication. Mais après, nous vivons dans une politique de surdémocratie qui a ses avantages et ses désavantages. Aujourd'hui, nous sommes parmi les pays où on a la meilleure qualité de vie. Nous sommes parmi les pays qui ont la plus grande sécurité. Nous sommes parmi les pays ou le pays le plus riche par PIB par habitant. Et donc tout ça amène à démontrer que finalement, cette surdémocratie marche et que si on doit payer le prix parce que parfois certaines personnes en abusent parce qu'ils veulent pas construire ils veulent qu'on construise mais pas en face de chez eux, ça fait partie du système. On ne peut pas être dans un système où on veut que la surdémocratie nous avantage sur tout, mais pas sur certains points qui nous désavantagent. Et donc, je suis très neutre alors, n'étant pas propriétaire de ces parcelles, évidemment, je suis beaucoup plus froid. Je suppose que les propriétaires de ces parcelles ne sont pas très contents de ce qui se passe, mais ça fait partie du jeu, d'où la diversification, d'où le fait d'avoir beaucoup de projets pour pouvoir vous sécuriser de ce genre de problème. En volume d'investissement global en comprenant les coûts de construction, on arrive à combien à peu près avec ces 50 projets, vous savez? Tire de tête ou pas? Nous, on a 5 milliards de valeur de projets en cours. 5 milliards. Ça, c'est sur combien de temps que ce sera étalé? 7 ans. Pour les 7 prochaines années? Oui.
si je ne me trompe pas, on change un poil de sujet, mais dans un interview de nouveau, vous aviez évoqué le fait que vous êtes un peu, pas anti-mondialisation, mais pour un peu de démondialisation, peut-être de la réindustrialisation plus locale. Euh, Suite notamment à l'expérience avec M300 et sauf erreur, dans l'état actuel de la conjoncture internationale. C'est quoi votre avis par rapport à tout ce qui se passe maintenant avec Trump, etc. En fait, je pars sur le principe qui revient d'ailleurs. En fait, ce qui se passe avec Trump, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid, où on est dans un monde où, avec la mondialisation, on dépend des autres. Où, en fait, on s'est mis dans un siège de facilité où, aujourd'hui, au lieu d'aller construire cette bouteille de plastique en Suisse et se donner du mal et donner des subventions pour que ça soit rentable, on la reçoit de Chine, livrée, merci, au revoir. Et pour beaucoup de choses et beaucoup d'actifs, je pense que c'est bien de profiter, d'avoir une mondialisation parce que ça permet d'avoir les meilleurs tarifs. Mais pour un État, moi, je considère que l'État a un rôle de contrôle, et le rôle de contrôle est d'être sûr que tout ce qui est stratégique doit être euh, non seulement contrôler les achats, mais aussi produit à l'intérieur du pays. Donc pour moi, tout ce qui est santé, on doit avoir des stocks et de la production locale, même si ce n'est pas rentable et logique. Parce qu'on l'a vu durant la pandémie, que durant une crise, c'est ça qui a pu faire la différence. Pareil par rapport au domaine de la défense. Aujourd'hui, j'étais à Paris la semaine dernière et on a une discussion avec certaines personnes très haut placées où ils cherchent justement à développer les activités liées à la défense parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus compter sur les États-Unis comme ils l'ont fait à l'époque. Et donc, en fait, le problème, c'est que le monde n'apprend pas. C'est qu'aujourd'hui, il faut investir et il faut surpayer pour que le jour où vous en avez vraiment besoin, ça soit là. Et en fait, c'est un coût. Mais c'est un coût qui, pour moi, est marginal parce que le jour où vous en avez besoin, ce moment-là vaut beaucoup plus que tous les surcoûts que vous avez eus. Et nous avons vécu à l'après-guerre une calme européenne. Enfin, c'est quand même ça important, où il n'y a plus de vraiment, en tout cas en Europe et en Occident, de guerre qui nous font réfléchir à nouveau au risque d'instabilité géopolitique, au risque sanitaire. Bon, on l'a vécu avec le Covid. Et là où j'étais un peu déçu, c'est que le Covid est parti, on a tout oublié. Tout d'un coup, les vaccins, ça ne sert plus à rien. Tout d'un coup, les masques, ça ne sert plus à rien. Tout d'un coup, tous les investissements qui étaient faits en medtech pour les détections liées au virus, plus personne ne met de l'argent dedans, etc. etc. Et je trouve que c'est tellement dommage d'être dans une situation où, en fait, on n'apprend pas de nos erreurs. Et je suis toujours fondamentalement convaincu que les grandes nations doivent avoir non seulement des stocks de réserve. Par exemple, on est fâché parce que le gouvernement, parce qu'ils avaient trop de vaccins Covid qu'ils ont dû ou donner ou détruire. Mais moi, je trouvais que c'était normal qu'on ait plus de vaccins que moins de vaccins. On a eu de la chance d'avoir un pays qui a les moyens de pouvoir offrir plus que moins. Et en fait, les gens ont du mal à se positionner dans une situation de worst case scénario. Et aujourd'hui, le fait de parler de mondialisation, on s'échappe de cette situation. Parce qu'en fait, en étant dépendant des autres, en fait, le jour que cette personne ne peut plus livrer, voilà, vous faites avoir. Et d'ailleurs, toutes les grosses entreprises ont toujours plusieurs fournisseurs pour justement minimiser le risque lié à une concentration d'un seul fournisseur qui pourrait leur amener à avoir des situations compliquées. On aurait quand même en Suisse un petit problème en termes d'autarcie si on devait arrêter l'industrialisation, je pense, ou la mondialisation. Là, je le regarde plutôt d'un point de vue agricole. Dans le sens où, dites-moi ce que vous en pensez, mais dans le sens où, sur le territoire aujourd'hui, en Suisse, on est à peu près divisé en trois. C'est-à-dire, on a des terres improductives qui sont des glaciers, des montagnes, etc., les Alpes, voilà. On ne peut rien faire avec. Des forêts, à la limite. On a des terres qui sont agricoles, on a les terres qui sont bâtissables, donc ce qu'on utilise pour l'habitat et les infrastructures. Et la partie constructible aujourd'hui et la partie improductive, elle n'a pas beaucoup bougé, si ce n'est la forêt. Bon, la zone forestière qui s'agrandit chaque année en Suisse. Par contre, la seule zone qui perd du territoire, c'est la zone agricole. Est-ce qu'on n'a pas un problème de vision à long terme là ?
Oui et non, parce que je pense qu'aujourd'hui, les technologies dans lesquelles nous pourront nous amener à pouvoir être beaucoup plus efficaces avec moins de terre et aussi de faire de développer de l'agriculture indoor en verticalisation qui pourrait permettre à faire. Mais en fait, j'ai répondu sans répondre. Aujourd'hui, on doit être dans une situation d'autonomie. Et aujourd'hui, l'autonomie, elle est cruciale, elle est vitale, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être dans des situations où on est dépendant de tiers. Quand on est dépendant de tiers, on est faible. Quand on ne dépend pas des autres, on n'est pas faible. Les États-Unis ont la possibilité d'avoir cette position de force parce qu'ils dépendent de personne. Et aujourd'hui, ils ont un marché interne qui est très fort, ils ont une production interne qui est très forte. C'est le premier producteur de pétrole aujourd'hui, le deuxième en gaz, le premier consommateur du monde. Donc en fait, ils sont tellement puissants à l'intérieur qu'en fait, ils arrivent à imposer aux autres. Mais si nous, on n'a pas besoin des États-Unis, on n'aurait pas besoin d'imposer quoi que ce soit aux autres. Et aujourd'hui, la force de la Suisse, de par sa, sa, sa croissance, sa stabilité et puis ses grosses réserves, ben, là où moi j'ai trouvé que c'était un peu dommage, c'était lorsqu'on était en plein Covid, on était aux intérêts négatifs et ils auraient pu très bien imprimer, je sais pas, 1000 milliards de francs suisses, de garder des réserves pour faire des développements en Suisse liés justement à des investissements stratégiques, d'améliorer les hôpitaux, d'améliorer les infrastructures scolaires, d'améliorer les infrastructures universitaires. Et un jour, j'ai posé la question à M. Studer de Neuchâtel, qui était l'ancien président de la BNS, et puis je lui ai dit, mais M. Studer, mais pourquoi vous rentrez pas dans une politique où vous imprimez plus? Et il m'a répondu, parce qu'on est suisse, on n'est pas libanais. Et en fait, la politique de rester simple et de pas grandir trop ou de ne pas prendre trop de risques. Moi, je dis, mais ce n'est pas un risque, c'est une opportunité. Vous êtes dans une situation où les gens payent pour que vous teniez votre franc suisse. On consomme du franc suisse. Franc suisse, c'est une monnaie forte. Bah, vous allez vous annoncer que vous imprimez 1000 milliards ou 500 milliards. Tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Le franc suisse va perdre de valeur, ce qui va vous aider à vos exportations, parce qu'on oublie, mais déjà, lorsqu'on est passé de 1,60 à 1,40, on croit que c'était la fin du monde dans l'euro. On est passé de 1,40 à 1,20, où tout le monde reste fin du monde. Là, on est à 0,9 et tout le monde est toujours là. Mais néanmoins, le coût du franc suisse étant très élevé et néfaste pour les exportations. Et donc, ça aurait pu nous amener d'avoir deux choses. Un, d'avoir une manne de liquidité qui aurait pu être investie ici localement, pour faire le pont de Genève, pour faire des écoles, pour refaire les infrastructures. Aujourd'hui, quand on voit les aéroports que nous avons ici et puis les aéroports qu'il y a dans le reste du monde, on est tellement à la traîne. Il y a aujourd'hui des routes qui pourraient être utilisées en utilisant des techniques d'énergie renouvelable. On pourrait agrandir notre parc d'éoliennes, on pourrait agrandir nos parcs de solaire, on pourrait investir plus dans les recherches biomédicales et autres. Et on a l'argent pour, et on pourrait imprimer pour, et on ne le fait pas, parce que c'est comme ça que la Suisse est gérée. Et c'est là où je trouve dommage, parce qu'on pourrait vraiment passer le cap d'être beaucoup plus autonome et beaucoup plus fort en s'instaurant des règles, en s'instaurant une manière de travailler qui nous amènerait à être plus autonomes et plus forts et plus riches. Et en plus, vu ce qui se passe avec certains secteurs de la technologie, il suffit que vous trouviez une pépite et c'est le bingo, quoi. Vous devez avoir un réseau international assez bien développé, j'imagine. C'est quoi votre avis concrètement maintenant avec parce que c'est vraiment au cœur de l'actualité avec le régime politique des États-Unis maintenant, de ce que Trump fait à l'international, qui est en train clairement de se mettre tout le monde à dos. J'en parlais aujourd'hui à un ambassadeur qui habite ici, qu'on parlait un peu de tout et de rien, puis évidemment le sujet de Trump arrive, et puis je dis, mais ça va jamais être la pire chose au monde et ça va jamais être la meilleure chose du monde. Et aujourd'hui, on va vivre des périodes d'instabilité, de volatilité, et il faut vivre avec. Moi, je pense que Trump, c'est quelqu'un qui a toujours les bonnes idées, qui dit toujours les choses justes, mais en fait, il a un problème d'exécution. Et il veut aller trop vite, et il veut complètement être disruptif. Et il veut être bully. Et en fait, c'est son pattern. Toute sa vie, il a été bully, toute sa vie, il a fait des coups bas, toute sa vie, il a triché. Donc, pourquoi il ferait différemment avec le gouvernement?
Et moi, ce qui m'inquiète avec les États-Unis, c'est plus le totalitarisme, où on se rapproche beaucoup plus d'une sorte de dictature que d'une démocratie. Quand il va et puis il demande aux juges qui ont essayé de l'attaquer lors des événements du 6 janvier de partir, lorsqu'il demande à tous les agents fédéraux de quitter, lorsqu'on demande lorsqu'on se mêle de choses qu'on ne devrait pas se mêler, on arrive dans une situation de totalitarisme qui, elle, m'inquiète beaucoup plus qu'une politique monétaire, une politique économique qui va, qui va, à un moment donné, tout le monde va s'y habituer. Et en fait, l'avantage que nous avons, c'est que le monde est une résilience qui est simple. C'est que nous vivons tous dans le même monde et on veut tous gagner de l'argent. Donc, à un moment donné, dès qu'on va en perdre un peu trop, ils vont changer d'avis pour qu'on recommence à gagner. Donc, à partir de là, je ne suis pas inquiet, je suis triste de perdre tellement de temps sur des politiques qui sont bonnes idéologiquement, mais c'est des politiques qui doivent se faire sur plusieurs années. On ne va pas commencer à appliquer des tarifs avec nos voisins du jour au lendemain. On peut leur dire, voilà, on vous donne 5 ans pour ça, 3 ans pour ça. C'est des programmes qui se font. Ce n'est pas un diktat du jour au lendemain. Voilà, je suis élu, c'est comme ça ou rien. Hier, vous étiez mes amis, demain, vous êtes mes ennemis. Et donc, c'est problématique au niveau géopolitique, au niveau de l'instabilité. Mais en réalité, les gens vont continuer à envoyer aux États-Unis, les gens vont continuer à importer aux États-Unis, les gens vont continuer à travailler. Et puis, je donne un exemple. Les tarifs, c'est basé sur le prix de revient. Alors, bien sûr, sur tout ce qui est de valeur basse, de basse valeur ajoutée, c'est un problème. Mais tout ce qui est haute valeur ajoutée, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est luxe. Quand vous achetez un T-shirt chez Louis Vuitton à 1000 francs et qu'eux ne le vendent pas à 1000 francs eux-mêmes, ils le vendent à 20 francs, ou 30 francs, ou 50 francs. Donc, le T-shirt qui est vendu 50 francs de la filiale française à la filiale américaine, elle passe à 65 francs et le vendent à 1000 francs. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un problème pour le luxe ? Par contre, pareil pour les médicaments. Quand Novartis envoie aux États-Unis et qu'ils ont des marges de 400% sur un médicament, est-ce que la marge basse et bien sûr que ça affecte le bottom line, mais c'est pas ça qui va bloquer la vente de médicaments aux États-Unis. C'est pas ça. Par contre, c'est vrai que pour les Chinois qui fabriquent des bouteilles, lorsqu'on dit la bouteille 1 centime et qu'il faut payer 15% de plus, là, ça commence à être problématique et c'est ce qu'ils cherchent Trump à faire. Ils cherchent à pousser les Américains de fabriquer des usines locales, ou ils cherchent les étrangers à investir localement. Donc l'idée est bonne, l'idée est logique, l'idée est cohérente. Il fait ce que vous dites qu'on devrait faire ici. En fait, mais c'est pour ça que je vous dis, sauf que moi, ce que je voulais faire ici, c'était pas un programme où du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se crée, qui s'éduque. En plus, nous rentrons dans un monde où la digitalisation avance à plein pas. Il va y avoir de plus en plus de boulots qui vont se perdre. Donc, commencer à créer des nouveaux boulots pour pouvoir remplacer des boulots qui ne vont pas exister est hyper important. Si on se reconcentre sur la Suisse, mais toujours lié à l'étranger, j'ai la question sur Internet, moi je pense au moins 10 fois par semaine. C'est est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier en Suisse en étant étranger, résident à l'étranger? C'est quoi votre avis, vous, sur la LFAE en Suisse? C'est simple, s'il n'y avait pas la FAE, les prix seraient 4 fois plus chers. Vous Pensez? savez, moi je suis quelqu'un où je considère que le gouvernement a un rôle à jouer de contrôle. Et je suis très très libéral sur beaucoup de choses, mais je suis pour le contrôle au niveau de la santé, je suis pour le contrôle au niveau du logement, et je suis pour le contrôle au niveau de la défense et de l'éducation. C'est des domaines qui doivent être contrôlés par l'État, parce que c'est des domaines stratégiques. Aujourd'hui, le plus gros problème que vous avez en Afrique et dans certains pays de développement, c'est le manque de logements sociaux et le manque de logements tout court. Et aujourd'hui, le manque de logements est catastrophique. Okay. Et il y a un manque de logements partout dans le monde parce qu'on a construit des choses chères pour des gens chers, et tous les programmes économiques, on n'a pas pensé que le peuple grandit. Et aujourd'hui, ce qui est dérangeant par rapport à la Suisse, c'est qu'il y a beaucoup de lois qui protègent la construction, beaucoup de lois qui limitent la construction. Et quand vous avez un terrain qui est de nature perméable,
quand on dit qu'on construit, on prend une emprise imperméable. Et en fait, on veut limiter ces emprises. Mais très bien, mais limite les emprises et va en verticalisation. Aujourd'hui, quand on a des parcelles au Sherpine, par exemple, où ça fait 20 ans qu'on se bat pour avoir une densité de 0,9 ou de 1 ou de 1,1, alors qu'on pourrait être une densité de 5. Et tout le problème, rien qu'avec les Sherpines, les 50 000 unités qui manquent à Genève, on les a. Juste au Sherpine. Il manque 50 000 unités à Genève. Oui, 50 000 unités. Donc, les gens sont où? Sont sur Vaud, en France voisine et autres. Donc aujourd'hui, au lieu que le législateur impose, ce qu'il n'a pas le droit ou ne peut pas faire, un système qui soit cohérent, on va et on fait, pour moi, du rafistolage. En 20 ans, la population a grandi combien? Regardez les statistiques. En 20 ans, je vais demander à ChatGPT. Allez. Quelle est l'augmentation de la population en Suisse sur les 20 dernières années? La population de la Suisse a connu une croissance notable ces 20 dernières années. En 2004, elle comptait environ 7,2 millions d'habitants. En 2023, ce chiffre a atteint près de 8,96 millions. L'immigration a joué un rôle important dans cette augmentation, contribuant à environ 45% de la croissance démographique. Cela reflète des dynamiques socio-économiques et des politiques migratoires en Suisse. Rajoutez en 20 ans, les enfants, lorsqu'une famille vivait dans un appartement à 4, les parents gardent les appartements. Ils ne les libèrent pas. En fait, le plus gros problème qu'il y a à Genève, c'est que c'est la libération des appartements ou des maisons trop grandes, où les gens qui vivaient en tant que locataires dans des appartements à des prix réduits, où ils avaient 100, 200 mètres carrés, où ils étaient à 4 ou 5, les enfants quittent. Ça leur coûte plus cher de quitter leur appartement et ils prendraient un appartement qui fait 2 fois plus petit, ils paieraient plus cher. Donc les gens restent dedans. Donc en fait, non seulement on a une croissance démographique qui est importante, mais qui est de 10% en 20 ans, mais on a aussi le fait que le système est fait d'une certaine manière où on ne donne pas d'incentive aux gens qui ne devraient plus vivre dans des appartements qui sont très grands, parce que le fait de bouger va leur coûter beaucoup plus cher. Et ça, c'est un enjeu politique, mais ça doit être politique. Alors, mes collègues immobiliers vont me dire, mais pourquoi on se mêlerait de choses qu'on ne devrait pas se mêler? On devrait laisser le libre marché. Mais le libre marché, s'il n'est pas un petit peu régulé, en fait, il va partir dans une situation qui est extrêmement négative. Nous, on ne cherche pas à spéculer. Nous, on cherche, en tant que promoteur, de gagner de l'argent sur le long terme. Et plus le marché est stable, et plus ça va être bien pour nous. Moi, je n'ai pas besoin que le marché monte de 30% et qu'il baisse de 30%, comme ce qui se passe aujourd'hui en bourse, par exemple. Et aujourd'hui, l'investissement lié au marché suisse, pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, il est assez régulier. Et le manque de logements qu'on a en Suisse, surtout à Genève, est tellement important qu'il va y avoir des dérégulations, il va y avoir des gens qui trichent, il va y avoir des gens qui ne vont pas assez loin, et puis ça amène à des situations qui ne sont pas cohérentes et pas tenables. Et ça leur a pris, je reprends le cas des Sherpines, 10 ans pour se mettre d'accord de faire une péréquation sur les frais liés à la commune de Confignon, qui a beaucoup moins de moyens que la commune de Plan-les-Ouates. Et en fait, tout ce qu'il fallait faire, c'était très simple. Nous, l'État, on va se substituer à la commune pour faire ce projet-là. La création de ces logements il y a 15 ans ou 20 ans était voire même plus important que le faire aujourd'hui ou demain. Et en fait, on a perdu toutes ces années parce qu'on s'est arrêté sur un problème d'argent qui ne devrait pas exister. Parce que c'est là où je reprends l'idée du rôle de l'État de parfois se substituer au tout ce qui est para-étatique ou autre. Vous savez qu'en 1970 en Suisse, la surface habitat par habitant, c'était 27 mètres carrés. Et en 2020, c'était 46 mètres carrés par habitant. Voilà, ça c'est le problème. Ouais. Mais si demain vous étiez politicien, je sais pas, vous vouliez faire de la politique? Non, jamais. Jamais? Pourquoi? Je ne veux pas faire quelque chose que je ne peux pas contrôler. Ouais, je comprends. Surtout en Suisse, c'est très peu contrôlable. Mais admettons demain vous êtes conseiller fédéral, vous faites quoi? Admettons demain vous avez le choix d'imposer quelque chose, de mettre en place quelque chose, même pas conseiller fédéral, mais vous êtes Donald Trump de la Suisse. J'aurais beaucoup d'ennemis. Mais en fait, le problème, c'est que
c'est très difficile de changer un système qui marche. Parce que vous n'avez pas d'arguments. Moi, je peux venir avec tous les arguments du monde, mais ils seront toujours contrés parce que ça marche. Trump, ça ne marche pas chez lui. En fait, ou Milei, ça ne marchait pas en Argentine. Donc, c'est très compliqué de comparer deux situations. Et aujourd'hui, et à juste titre, on me dit, mais ça marche. Pourquoi on voudrait changer quelque chose qui marche? Et en fait, ma réponse est de dire que nous vivons dans un monde qui avance très vite, où la digitalisation va accélérer les choses, et que si on va aller à la traîne, ça risque de plus marcher. Mais les gens ont du mal à comprendre, en fait, que aujourd'hui, vous avez... j'ai fait un test là qu'on a acheté Steiner. J'ai écrit à ChatGPT de me faire une vidéo de comment je pourrais parler de la fusion entre M3 et Steiner. En 3 minutes, il m'a fait une vidéo commerciale. En 3 minutes. Elle était bien? Elle était bien, je vous la montre. Et en fait, mais si en 3 minutes, j'ai plus le droit à voir ça, mais qu'est-ce que les agences de marketing vont faire dans le futur? Ouais. C'est un truc de dingue. Pareil, ma fille elle écrit des scripts. Elle a 14 ans. Et puis, j'ai dit, mais essaye ChatGPT. Et puis, elle a essayé. Et elle lui a écrit son premier script. Ça lui a pris 3 mois. Et ChatGPT, il l'a aidé à écrire 3 scripts en 2 semaines. Donc, en fait, nous vivons dans un monde où on aura de moins en moins besoin de l'être humain. Parce qu'on reviendra à la mondialisation, parce que c'est beaucoup plus facile de demander à quelqu'un qui vous répond très vite et qui n'est pas cher et qui est meilleur que vous. Alors, aujourd'hui, les systèmes ne sont pas aussi perfectionnés qu'ils vont l'être dans 1 ou 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans. Mais dans 5 ans, l'intelligence artificielle va être incroyable. Je veux dire qu'aujourd'hui, il faut créer de la valeur ajoutée très vite. Parce que si on ne crée pas de la valeur ajoutée très vite, quelqu'un d'autre va le faire. Et tous les avantages qu'on avait, nous, Suisses, va partir, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le marché suisse, l'économie suisse, elle provient d'où? Elle provient des marchés financiers, elle provient de la pharma, et elle provient des montres un peu le luxe. Mais regardez le luxe. Apple vend plus que toute la production suisse réunie. Toutes les marques réunies produisent et vendent moins qu'Apple une montre. C'est violent. Si demain, les enfants de demain, en fait, ils veulent pas avoir une montre qui est pratique et qui va remplacer le côté esthétique ou le côté traditionnel d'une jolie montre bien portée, et il va se passer quoi au monde horloger? Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Et demain, dans le monde de la pharma, aujourd'hui, le monde de la pharma, j'étais hier avec Stéphane Vancel là, de Moderna, qui me dit que les avancements qu'ils sont en train de faire sur les médicaments, sur les avancements sur les médicamentations dans le cancer, mais moi, je lui dis, mais avec les RNA messagers, je dis, ouais, mais avec l'intelligence artificielle, le quantum computing, si tu traînes, quelqu'un d'autre va trouver les technologies beaucoup plus vite que toi. Prenez l'exemple très basique de quelqu'un qui, à l'époque, était un chimiste, qui prenait des fioles et qui faisait des tests, qui notait. Voilà, j'ai pris 3 mg de ci, 2 mg de ça. Il faisait un test et puis ça lui prenait 2 semaines pour tester le produit. Aujourd'hui, avec les ordinateurs quantiques et avec l'intelligence artificielle, je crois que vous pouvez faire 1 milliard de tests secondes. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien d'acquis, en fait. Et c'est ça que me dérange aujourd'hui dans la politique suisse, qu'on serait sur une base d'acquis qui ne devrait plus l'être. Et aujourd'hui, c'est le problème d'un système qui marche tout seul. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'UBS a besoin de payer des apporteurs d'affaires. Les affaires tombent tout seules. Ouais. Toutes les banques arrivent toutes seules. Il suffit qu'une banque privée qui a un peu de mal d'augmenter sa masse sous gestion, elle fait quoi? Elle baisse un petit peu sa tolérance sur l'acceptation du KYC de certains clients. Et tout d'un coup, il y a beaucoup plus de clients. Elle peut faire ça? C'est une règle interne. Okay. Donc en fait, il suffit que vous mettez quelqu'un au compliance qui est un petit peu moins strict. Il y a même des règles internes où ils interdisent les responsables compliance de se mettre dans des filtres de red flag. Et donc en fait, je sais n'importe quoi. Il y a des sites internet qui donnent des informations et qui envoient des red flags. Donc si vous avez votre base de données de clients, vous la mettez sur
sur ce système. Et chaque fois qu'il y a dans le monde une information qui sort d'un sein client, il y a un red flag qui vient. Et en fait, c'est très dangereux parce qu'en fait, tous les jours, il peut y avoir un article sur quelqu'un et l'appréciation sur ça. Donc, en fait, il y a certainement qui ont décidé de ne plus donner accès à ça parce que sinon, il n'y a plus personne qui prend aucun client. Pour rebondir sur la politique suisse, certes, la Suisse se repose quand même sur ses acquis. Ça, je pense que c'est vrai, peut-être trop conservatrice, mais il faut quand même laisser. Mon point de vue vis-à-vis de la politique suisse, c'est que c'est un pays qui est tellement compliqué. Hein. C'est de l'horlogerie, la politique suisse. D'ailleurs, il n'y a pas un Suisse en soi qui comprend vraiment comment ça marche. Chaque canton est différent, les noms ne sont pas les mêmes, etc. Mais au moins, c'est un pays qui avance très lentement, mais qui fait que d'avancer. Mais c'est ce que j'ai dit avant. Contrairement à. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit, comment voulez-vous que je vienne et que je devienne le Trump de Suisse, puisque ça marche. Lentement, ça marche. Oui, mais sauf que le système de marcher lentement, peut-être qu'à un moment donné, ça va être différent. Alors, l'avantage que nous avons de marcher lentement, c'est que nous sommes foncièrement plus stables que les autres. Et les gens cherchent la stabilité, cherchent le calme, cherchent la sécurité. Donc, tant qu'on a les systèmes de santé et la sécurité qui est forte, avec une économie qui est bonne, on n'aura pas de problème. Ce que je dis, c'est qu'une société qui ne grandit pas, c'est une société qui recule. Donc, à un moment donné, il faut continuer il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Et aujourd'hui, la Suisse aurait pu être un hub technologique phénoménal parce qu'elle avait les moyens de le faire. Elle aurait pu, aujourd'hui, l'État décider d'investir 100 milliards sur tout ce qui est nouvelle technologie, créer des hubs comme l'ont fait aux États-Unis, comme l'ont fait la France, comme l'ont fait ailleurs, et profiter de devenir un incubateur de nouvelles technologies. Ils le font à petite échelle, ils ne le font pas d'une manière assez forte, ils ne le font pas... Tu vois, vous voyez, par exemple, la Fongite, ils ont quand même 5 licornes avec 50 millions de budget par an. Imaginez la Fongite avec 100 millions, 200 millions, 500 millions de budget. Et c'est ça qui manque un peu, c'est cet appétit au risque et le fait de pouvoir profiter et de donner la chance aux gens de pouvoir croître et grandir et de créer des statuts spéciaux. Parce qu'en fait, tout vient des statuts spéciaux qui auraient pu être accordés à l'époque. Ils ont changé la loi, mais fiscalement, à des sociétés qui sont des startups, à des sociétés qui aimeraient venir s'installer ici. Parce que finalement, toutes ces sociétés, quand ils veulent grandir dans un environnement positif. Et l'environnement positif vient de 3 facteurs. 1, l'écosystème, pour voir est-ce qu'il y a assez de scientifiques pour partager des idées. 2, le coût de l'installation. Et 3, la pérennité. Et donc, en fait, si vous n'avez pas les 3, les sociétés ne viennent pas ici. Pourquoi toutes les boîtes de tech vont à Palo Alto? Parce qu'il y a cet écosystème qui est là. Il y a les cerveaux, parce que tous les gens sont là. Il y a le développement, parce que tout le monde est là. Et puis après, il y a tous les VC qui prêtent de l'argent pour que vous continuez à investir. Et aujourd'hui, c'est ça qui est triste, en fait. Mais paradoxalement, en Suisse, aujourd'hui, dans la situation actuelle, est-ce qu'on ferait mieux d'investir de l'argent dans le développement de la technologie et de l'intelligence artificielle au risque de délaisser aussi potentiellement les fondamentaux qu'on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire typiquement dans le marché immobilier suisse, juste de la promotion de la main-d'œuvre qui doit aller sur le chantier pour construire des immeubles, qui n'existe plus non plus. Il n'y aura plus personne sur le chantier. Qui va faire ça? Et les robots. En fait, aujourd'hui, si vous pensez encore que dans 10 ans, c'est encore les hommes qui vont aller à 0 degré, aller couler du béton, vous rêvez? Vous avez expérimenté dans une promotion déjà non, mais la technologie Suisse, comme ça? on est trop loin encore. Mais aujourd'hui, si vous allez sur Internet et vous cherchez technologie de développement, aujourd'hui, il y a des 3D de maisons qui sont faites par des robots je crois, en 1 mois. Ou non, pardon. C'est un truc dingue. En 1 mois, ils livrent une carcasse qu'il faudrait 10 mois à l'homme à faire. Bon, avec le préfabriqué, c'est possible de faire des choses similaires. Oui, mais là, c'est pas du préfabriqué, c'est fait sur mesure. À un moment donné, c'est des grosses machines qui tournent comme ça, qui coulent et qui font d'une certaine manière. Déjà, c'est plus rapide, plus économique et tout est calculé. Il n'y a pas de perdition. Et surtout, si vous gagnez du temps, vous vous rendez compte dans un plan financier, si vous gagnez 20% aujourd'hui sur 4 ans et que si vous gagnez 10% sur 2 ans, la base des coûts que vous pouvez avoir.
Donc le problème aujourd'hui en Suisse pour implémenter ce genre de système et de possibilités de processus, Mais il n'y a, de mise en il y a place. pas eu de test fait par nature, il n'y a, pas eu il y a pas eu une envie politique d'aller dans ce genre de choses, alors qu'on va y aller, on va y arriver. Aujourd'hui, c'est inexorable. Et puis c'est pareil avec la restauration. Aujourd'hui, il y a des machines qui cuisinent et qui font le travail des cuisiniers qui sont vous mettez, je sais pas, en fait, j'ai n'importe quoi, mais vous pouvez trouver sur Internet aujourd'hui. Vous allez, vous mettez les carottes, vous mettez les légumes, vous mettez les oignons, et vous écrivez le plat que vous voulez, puis vous le cuisinez en 2 minutes. Et il sera toujours cuisiné de la même manière, de la même température et de la même qualité. Alors qu'un homme ou une femme qui cuisine, elle ne va jamais être aussi perfectionnée. Alors oui, c'est pas ce qu'on cherche, mais à la fin, quand on doit nourrir des hommes, des gens qui travaillent, si eux peuvent manger, au lieu de bouffer un plat du jour à 15 francs, vous leur faites un plat du jour à 10 qui est la même qualité mais fait par un robot, vous vont aller où, vous croyez? Ouais, c'est vrai. Vous avez acheté une banque, c'était quand? 2022. 2022. Pourquoi? Diversification, et puis c'est une bonne. Je pensais que c'était une bonne manière déjà, le prix était attractif, enfin, semblait être attractif à l'époque. Et puis, c'est un peu magique, une banque en Suisse. Et puis, les possibilités qui sont liées avec. Le problème, c'est la réglementation. Je suis complètement bloqué. Je peux quasiment donner pas mon avis sur rien. Il y a un board. Enfin, la FINMA joue un rôle policier pour être sûr de protéger l'intérêt au maximum des dépositaires. Donc, en jouant ce rôle, le côté entrepreneurial n'a pas lieu d'être, en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage, ou pas. Et en fait, historiquement, ils ont eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des banques. Et donc, en fait, ils les ont toujours limités à avoir accédé à la possibilité de transformer cet actif dans un actif plus entrepreneurial, parce qu'une banque a pour rôle de faire attention, de protéger les dépôts de ses clients et de protéger son capital. Donc, c'est vrai que le côté entrepreneurial va à l'encontre de tout ça, parce que le facteur risque est beaucoup plus élevé. J'arrive pas à me rendre compte comment ça se passe pour acheter une banque, mais n'importe qui peut le faire en soi. Parce qu'il faut. En fait, il faut déjà être accepté par le régulateur. Ouais. Et ensuite, faut payer le prix. Mais en fait, la complication, c'est d'être accepté par le régulateur. Et vous avez dit dans un interview aussi que à partir du moment où vous avez fait cette acquisition, effectivement, avec les autres banques, c'était plus compliqué. Ah oui, ça m'a tué. Ouais. Et là, vous vouliez redevenir bankable, mais concrètement, c'est. En fait, le problème, c'est que quand j'ai acheté cette banque, moi, je l'ai acheté parce que moi, je pouvais l'acheter parce que je n'avais pas de problème d'image lié à des investissements hors Suisse. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la perception des banques ici, en fait, ils ne voulaient pas travailler avec quelqu'un qui avait acheté une banque qui appartenait à des Russes. Et en fait, ce ricochet, je ne l'avais pas du tout prévu, parce que, étant donné que j'ai acheté la banque avec les autorisations légales nécessaires à le faire, que les gens, voilà, c'est fini, c'était une acquisition suisse, maintenant on tourne la page. Et pas du tout, en fait, les gens ont perçu ça comme un problème en soi. Ok, donc les banques ne prêtaient plus aux autres sociétés à cause de ça. Oui. Mais à cause de la Russie. Oui, à cause du lien russe. Ok, c'est incroyable. Avec un tel succès entrepreneurial que vous avez eu, si on sort un poil du contexte immobilier, on dit souvent que, pour habitude, que voilà, un entrepreneur, il a souvent l'idée qu'il lance un business, puis après il voit des autres opportunités, il investit ailleurs, il fait d'autres projets diversifiés, etc. Mais des fois aussi, ça le crame, c'est-à-dire il va trop loin, puis après du coup il se défocus de trop de choses, puis il perd le contrôle, puis il finit par se recentrer sur ce qui marchait initialement. Mmh. C'est quoi votre expérience par rapport à tout ça? Quelqu'un qui fait du business. Alors en fait, c'est statistique. Les gens, et c'est statistique et c'est compounded. Si vous avez un seul business et vous concentrez là-dessus, toute votre énergie se concentre sur un seul business. Donc forcément, le pourcentage de temps que vous passez dessus est plus fort, donc vous allez être meilleur. Deuxième chose, pareil pour le finance, l'argent. Si vous avez un seul business, les revenus de ce business se réinvestissent dans ce business, donc le business va grandir, donc vous êtes aussi plus fort. Alors que si vous avez deux business, votre temps se passe sur deux business et votre argent est divisé sur deux business. Donc c'est très mathématique. Après,
quand vous voyez tous les gros succès que vous avez en Suisse, hein, les laboratoires, les banques, ils ont toujours fait que ça. Et ça leur a permis à grandir. Donc, je ne peux pas ne pas dire que mon système ne marche pas parce que moi, je n'ai pas pu grandir dans tous les autres business. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai fait tous les sociétés de services dans lesquelles j'ai investi avaient pour but de servir l'activité immobilière. Donc, quand je créais des restaurants, je me dis que les restaurants vont louer des surfaces chez moi. Les fitness vont louer des surfaces chez moi. Les hôtels vont louer des surfaces chez moi. Et puis, en grandissant, je vais pouvoir offrir aussi à mes clients ce genre de choses. Donc, je n'avais jamais pour but de gagner de l'argent avec ça. J'avais pour but de l'utiliser. Et en fait, j'avais 4 buts. Le premier, c'était de remplir des surfaces vides. 2, c'était de devenir un grand employeur local qui allait me donner un poids économique. 3, c'est qu'au niveau de la diversification géographique, m'aurait permis d'être un peu partout à Genève à l'époque. Donc, j'aurais pu faire des fitness, je sais pas moi, sur Bardonnay. Puis le jour qu'il y avait une promotion, parce que j'ai déjà une activité là-bas, ça m'avait permis d'avoir des accès différents. Donc, j'ai toujours utilisé cet écosystème, avait pour but de faire grandir l'immobilier. Il n'était pas pour remplacer l'immobilier. Là où je me suis complètement planté, c'est que ça m'a drainé des pertes. Ça n'a pas de but de gagner, mais ça n'a pas de but de perdre à cause du Covid. Et donc, en fait, ça m'a emmené en bas. Mais si vous me redites de continuer de refaire ça, je le referai. Mais là où je serai différent, c'est que je ferai un business, je le développe, je fais un deuxième business, je le développe. Alors que là, je voulais faire 20 business à la fois et 20 fois trop gros pour chacun d'entre eux. Donc, je vais aller trop vite, trop loin. Mais l'idée elle-même de faire un écosystème local, je suis convaincu, était bonne. Et ça marche, ça peut marcher, ça, d'avoir un écosystème local au service de l'immobilier, vraiment. J'arrive pas à me rendre compte, en fait, mais c'est une aide à l'immobilier. Mais j'arrive pas à me rendre compte comment le restaurant ou le salon de coiffure peut alimenter d'une manière ou d'une autre l'immobilier, à part louer des surfaces. C'est déjà pas mal. Et puis remplir les surfaces. Il faut faire des investissements, là. Pardon ? Il faut faire des investissements, alors. On peut trouver aussi le local coiffure qui... Oui, mais oui et non, en fait, parce que si vous êtes un très grand groupe et c'est vous-même qui signez les baux quand vous allez vendre à AXA ou Swiss Life, oui. C'est beaucoup plus facile. Je vois l'intérêt, là, oui. OK. Donc, à refaire, vous regrettez pas ça? Le développement. Moi, je regrette jamais rien. Le moment que j'ai pris la décision, je savais que ce que je regrette, c'est l'exécution, la qualité des gens qui m'ont entouré lorsque je l'ai fait et le fait que j'ai tout eu en même temps, où j'ai eu les pertes liées au Covid dans le domaine de la santé et puis le fait d'avoir décidé d'être perfectionniste surtout. C'est pas que j'ai acheté des business qui marchaient, qui généraient de l'argent. J'ai créé des business. Et c'est très coûteux, très cher. Donc, moi, j'ai investi. Par exemple, le cas des fitness, j'avais signé 10 000 mètres carrés de baux et j'ai jamais ouvert un fitness. Après, vous avez fait quoi avec les baux? J'ai payé. Ça m'a coûté de mes pertes. OK. Est-ce que vous êtes d'accord de nous raconter un peu la toute première opération immobilière? Alors moi, je la connais déjà, parce que j'avais participé à une conférence. C'était à Verrier-Sefferer. Hein. Oui. Je me dis, une personne qui ne vous connaît pas ou moins, qui pourrait se dire, mais par quoi on débute en fait, comme opération? En fait, on débute toujours par une occasion. Et j'utilise souvent cette expression qui dit, en fait, tout le monde voit le train passer, il y en a qui montent dessus, il y en a qui vont dire, ah, mais j'ai vu passer. Et prenons le cas du tennis du Bois-Carré, tout le monde joue au tennis, tout le monde voyait qu'il n'y avait personne qui jouait au tennis et tout le monde voyait qu'il n'y avait que des villas autour. Mais personne ne s'est jamais dit, mais pourquoi on ne construit pas quelque chose dessus? Et en fait, c'est l'opportunité qu'on attrape, qui passe devant nos yeux, qui fait la différence entre un entrepreneur et un autre. Et là, c'était un cas d'école où, en fait, voilà, il y avait une parcelle qui était entourée, qui était en zone constructible, dans une situation où il y avait un manque de logement. Et j'ai profité de cette faille, si vous voulez, du système pour me dire, mais pourquoi on ne construit pas quelque chose là-bas? Et puis, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais il faut toujours persévérer. Il faut toujours ne pas s'arrêter. En fait, j'aurais pu m'arrêter 10 fois dans cette affaire. Et j'aurais pu m'arrêter le jour où le locataire m'a dit que lui ne voulait pas vendre. J'aurais pu m'arrêter le jour où le propriétaire avait signé une promesse à un tiers qui ne voulait pas vendre. J'aurais pu m'arrêter lorsque le premier architecte m'a dit que j'allais perdre de l'argent. J'aurais pu m'arrêter lorsque tout le monde me dit que les appartements ne se vendraient pas. J'aurais pu m'arrêter quand l'État m'a dit, mais
on ne peut pas vous donner une densité de temps. Et en fait, j'ai tout le temps continué à affronter problème par problème et résoudre problème par problème. Et c'est là la différence, c'est par rapport à avoir une idée et l'exécution et le courage de jamais s'arrêter quand on croit dans quelque chose. Et la plupart des gens, c'est ce que j'ai dit au début de la conversation, c'est que quand c'est compliqué, ils s'éloignent. Et pourquoi c'est très bien, pourquoi Genève m'a toujours plu, c'est parce que comme c'est un marché qui fait le deuxième marché genevois, les Suisses allemands ou les étrangers ont du mal à venir ici parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. Et ne comprenant pas comment ça marche, j'ai pas beaucoup de concurrence en fait. J'ai écouté un interview de 2014 que vous aviez fait. J'ai fait tellement d'interviews. Oui, il y en avait quelques-uns quand même. Mais c'était sur la Tuilette, à Colonie, où le projet a provoqué une modification de loi. Oui. C'est vrai ça? Concrètement, ça s'est passé comment ça? En fait, la zone de développement, moi je suis un entrepreneur. Pour moi, j'achète ça pour vendre. Donc quand j'ai des gens qui veulent acheter, je leur vends. Et quand j'ai fait d'une manière très simpliste le projet, j'ai plein de gens qui voulaient acheter plusieurs apparts en même temps. Mais j'ai pas vu ça quelque chose de mal, en fait. Que je vende à une personne 5 appartements ou que je vende à 5 personnes 5 appartements, je préférais vendre une personne 5 appartements parce que c'est moins de boulot. Et en fait, il s'avérait que la zone de développement avait comme but politique d'aider la classe moyenne à pouvoir accéder à la propriété. Et qui était une idée, hein, c'était pas même pas, c'était une idée qui était faite dans la loi. Et en fait, quand ils ont entendu que j'allais vendre ces 260 appartements, plutôt 155 appartements à très peu de gens, en fait, la classe politique s'est offusquée. Et au lieu de venir m'en parler, ils ont décidé de faire une loi qu'ils ont appelée la loi Châtillon. Mais c'était en fait une loi qui n'était pas liée au fait que je voulais vendre à que des amis, mais c'est plutôt une loi de thésaurisation. En fait, historiquement, les promoteurs genevois thésaurisaient sur ces appartements. Donc, ils développaient des appartements, ils les mettaient en location, et 10 ans plus tard, ils les vendaient avec une plus-value. Et moi, je n'ai jamais gardé rien du tout. Donc, moi, je ne thésaurisais pas. Donc, j'étais un peu la dernière goutte qui a fait tomber l'eau du vase, parce qu'il y a eu toute cette montée de frustration des politiques, de ces promoteurs locaux, qui toute leur vie ont fait des zones de développement, qui ont gardé des appartements à 3, 4, 5 000 francs, 6 000 francs le mètre carré. Ils ont attendu 10 ans et après 10 ans, ils ont dit 15. Bon, je ne juge pas et je trouve que chacun est libre de faire ce qu'il veut dans un monde libéral. Mais c'est là où je revenais à ma théorie du rôle de l'État. L'État fait son rôle en disant maintenant on change de règles. Maintenant, c'est pour les primo-accédants, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et ça continue à marcher. Donc, en fait, moi, ça n'a pas changé ma vie parce que vendre, ça m'a donné plus de travail. J'ai frustré des amis, mais dans l'absolu, j'ai quand même vendu tous mes appartements. Donc, moi, ça ne m'a pas causé du tort parce que je n'ai pas gardé aucun appartement pour moi. Mais vous avez dû revendre à des autres personnes, du coup. Alors. En fait, j'ai signé des promesses, donc j'ai annulé les premières promesses. Et vous avez annulé au final? Je n'avais pas le choix. Ah ouais. Parce qu'ils ne pouvaient pas acheter. Ok. Mais les promesses, c'était signé chez le notaire, leur droit d'option. C'est fou, ça. Par une loi qui a été modifiée après les signatures. Exactement. C'est dingue. Parce que dans l'interview, on est justement dans la phase entre deux. Et moi, je ne savais pas comment c'était soldé. Donc d'ailleurs, je me rappelle toujours, à l'époque, Odgers venait de commencer. Et je dis, mais Antonio, moi, je n'ai pas de problème. Mais comment je vais convaincre les gens à ne pas vouloir? Il me dit, mais ils ne pourront pas acheter. Je dis, ok. Je vais leur dire qu'ils ne pourront pas acheter. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Ok. Vous dites que vous n'avez jamais thésaurisé les zones de développement, mais vous faites beaucoup d'investissements pour du rendement ou vous faites vraiment des opérations pour rentrer, vous sortez? On n'a pas du tout, et c'est ce qui m'a causé du tort dans cette période de manque de liquidité, parce que si j'avais gardé des immeubles à rendement, je n'aurais pas eu des problèmes de liquidité. Et maintenant, vous en gardez plus? Mais en fait, non. En fait, c'est soit on change de stratégie et on décide de garder des immeubles qu'on construit, donc c'est une stratégie différente, soit on continue à gagner de l'argent et puis on mettra plus de cash de côté. Mais c'est vrai qu'historiquement, j'ai toujours parti sur le principe que je gagnais tellement d'argent en achetant et en vendant et en faisant de la promotion que garder des immeubles à 4-5%, ça ne faisait pas de sens. Mais en fait, c'est faux parce que le marché a tellement évolué que, prenons le cas de la Tuilette, par exemple. Moi, si j'avais gardé la Tuilette, j'avais le droit de gagner, je crois, 18%. Mais si j'avais mis en locatif et que
je pouvais vendre à l'époque à 4, 4,5 de rendement. Mais quand les taux négatifs sont arrivés, j'aurais pu vendre à 3 ou 2,5. Donc, j'aurais fait x4. Donc, j'aurais gagné, je crois, 10 fois plus en gardant. Mais bon, c'est avec des si, on ne mettrait pas en bouteille. Bien sûr, ouais. Mais la zone de développement, vous pouvez garder. Enfin, le promoteur, il peut construire, garder et vendre après. Non, mais seulement si c'est en locatif. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc, il ne peut plus vendre en PPE. Ouais. Exactement. Ok, d'accord. En fait, tu changes la PPE en zone de... ça s'appelle une L, je ne sais plus quoi. Il y a une règle. En fait, c'est une PPE locative, si tu veux. Ah, ok. Et puis maintenant, mais si vous décidez de faire une PPE initialement de base, après, vous devez vendre à des prix maximum. On a le droit de faire une PPE locative. Ah, ok. Bah, ouais, mais alors après, vous ne pouvez pas vendre en PPE. Exactement. Séparé. En fait, vous perdez le statut PPE. En gros, ouais, ok, d'accord. C'est un immeuble locatif. Justement, alors c'est quoi l'objectif s'il n'y avait pas de rendement jusqu'à maintenant, mais sur les années à venir avec tout le groupe en fait? C'est quoi le but maintenant? C'est ce qui se passe aussi. L'idée, c'est soit de partir sur une stratégie de pur développeur, soit de changer de stratégie et de devenir un développeur propriétaire. Et c'est vrai que le marché suisse est tellement classique et tellement dans une boîte que si je charge des investisseurs, les gens veulent la deuxième et pas le premier parce qu'ils veulent du rendement fixe. En fait, aujourd'hui, vous proposez à des gens des rendements 6, 7, 8%, ils prennent peur, ils partent. Vous leur proposez un rendement de 2%, ils sont tout excités. Et c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Donc, le but avec le groupe, de manière générale, vous n'avez jamais voulu faire une expansion internationale? Mais non, parce qu'en fait, je gagne tellement d'argent ici que ça n'a aucun sens, en fait. Mais déjà, faire une étape de sortir de Genève est déjà une grosse étape pour moi parce que c'est un marché que je ne connais pas bien et qui m'inquiète parce qu'en fait, finalement, Genève, je connais tous les acteurs, tous les trucs. Mais c'est vrai que Genève risque d'avoir une petite secousse trumpiste auquel elle devra payer cher. Mais en soi, il y a quoi comme investissement plus sûr aujourd'hui que l'immobilier suisse avec la conjoncture internationale qu'on a? D'ailleurs, au moment où on fait cette vidéo, il y a le stock market a perdu, je ne sais pas moi, cette semaine ou la semaine dernière, 30%. La bourse, elle réagit toujours. Ça fait partie des 5 plus grosses chutes qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de la bourse. Et le truc, c'est que en fait, les gens disent mais c'est le moment de réinvestir. Le problème, c'est que investir dans l'incertitude, personne ne veut. Quand Lehman a fait faillite, elle a fait faillite et c'était fini. Si Lehman était resté en situation d'incertitude, ça aurait causé beaucoup plus de tort qu'une faillite. En fait, les gens n'ont pas peur d'une mauvaise finalité. Je vais prendre un mauvais exemple un peu lugubre. Si quelqu'un a un cancer, est-ce qu'il va mourir demain, dans 6 mois, dans 3 mois? Lui, il ne sait pas, tout le monde n'a pas. Ou bien, encore différent. Alors que quand on dit il vous reste 3 mois à vivre, c'est 3 mois et malheureusement, ça ne va pas durer plus, c'est peut-être même un peu moins, vous vivez différemment vos 3 mois. Et c'est comme quand quelqu'un il est en garde à vue. En fait, c'est le pire parce qu'en fait, est-ce que tu vas rester en prison ou est-ce que tu vas pouvoir sortir alors que quand tu as été inculpé, tu sais que tu as été inculpé, tu sais ce qui va t'arriver. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'épisode.